Dans la séquence précédente, on a vu la notion de tangente. Et ce que je te propose dans cette séquence-ci, c'est d'en faire l'analyse détaillée en tant que fonction mathématique. Donc, en réalité, cette fonction mathématique, on l'a déjà définie, mais on ne l'a pas vraiment étudiée, en détail en tout cas, puisqu'on l'a définie comme étant tout simplement le rapport de deux autres fonctions ici. La tangente, c'est le rapport de la fonction sinus sur la fonction cosinus. C'est bien la définition de la fonction tangente. Alors, jusqu'à présent, cette fonction, on l'a vue, je dirais, de manière très descriptive, sans vraiment aller dans les détails. On l'a définie en fait comme étant la fonction qui donne le rapport entre le côté opposé et le côté adjacent d'un triangle rectangle. Je peux effectivement dire ici que B est égal à A fois la tangente alpha, c'est-à-dire que la tangente alpha, c'est le rapport de B sur A. Et ça, ça ne permet pas vraiment de définir la fonction mathématique, la fonction tangente au sens mathématique du terme. Alors, pour définir cette fonction, pour la décrire en détail, ce que je vais faire, c'est tout simplement, comme je l'ai fait avec le sinus et le cosinus, représenter la tangente sur le cercle trigonométrique. Et donc, c'est ce que je te propose de faire immédiatement. Voici le cercle trigonométrique avec un angle alpha qui est déjà indiqué. Alors, chose importante, l'angle alpha va être considéré comme donné en radians, sauf quand je dirai explicitement que ce n'est pas le cas, que je le donnerai en degrés. Mais pour le moment, tu dois considérer que l'angle est donné en radians. Et je te rappelle que l'angle donné en radians, c'est tout simplement l'angle qui est donné par la longueur de l'arc quand le rayon ici vaut 1, ce qui est toujours supposé le cas, bien sûr, pour le cercle trigonométrique. Donc voilà, les angles sont exprimés en radians, donc chaque fois que je montrerai alpha comme ceci, tu devras comprendre que c'est la longueur parcourue le long de l'arc du cercle trigonométrique ici. Donc cette longueur parcourue, donc correspondant à cet angle, bien sûr. Voilà, donc ça c'est important. On va, pour rappel ici, juste redéfinir le cosinus. Le cosinus, c'est la projection horizontale de ce côté de longueur 1. Le rayon du cercle vaut 1. C'est donc l'hypoténuse ici qui vaut 1. Et on retrouve bien donc une fois le cosinus pour le côté adjacent à l'angle, c'est-à-dire le cosinus. Le sinus, ce sera la même chose. Ce sera une fois l'hypoténuse, fois le sinus de l'angle. C'est donc le sinus qui est représenté ici directement. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Je vais maintenant passer à la tangente. Alors pour la tangente, je vais tout simplement profiter du fait qu'ici j'ai un côté adjacent qui a une longueur de 1. Et donc si je prolonge ici le triangle qui a un côté adjacent de 1, je vais retrouver ici tout simplement la tangente. C'est évident, puisque la tangente fois le côté adjacent, la tangente fois le côté adjacent me donne bien le côté opposé ici. Et donc voilà, puisque le côté adjacent vaut 1, j'ai bien ici un segment de droite dont la longueur vaut bien tangente alpha. Je répète, le côté opposé est donné par le côté adjacent fois la tangente de l'angle. Si le côté adjacent vaut 1, j'ai bien la tangente de l'angle directement. Et donc voilà, j'ai complété d'une certaine manière donc le cercle trigonométrique. En plus des fonctions sinus, cosinus, j'ai maintenant la fonction tangente. Et on voit que la fonction tangente va être visualisée donc, sur le cercle trigonométrique sur une droite qui sera ici, qui va raser ici le cercle trigonométrique. Voilà, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on appelle cette fonction la tangente. Quelque part, le cercle trigonométrique ici vient toucher cette droite à l'image d'un doigt ici qui touche cette latte de bois. Et en fait, le mot tangente vient tout simplement du latin qui veut dire, qui dit tangere, tangere, qui veut dire toucher. Le doigt touche ici, on touche du bout du doigt, la courbe du doigt ici représente la même situation que la courbe du cercle trigonométrique sur la droite, sur laquelle va apparaître donc la tangente. Voilà, donc tangente vient de tangere, toucher. Le cercle trigonométrique touche la droite des tangentes. C'est une manière de le voir. Voilà. La fonction tangente, c'est donc le rapport du sinus sur le cosinus.
Alors, ça, on pourrait déjà le voir, effectivement. On voit déjà sur cette représentation que la tangente, c'est bien sinus sur cosinus. Comment est-ce qu'on voit ça? C'est qu'on voit deux triangles rectangles tout à fait semblables ici. J'ai bien le même angle alpha pour ces deux triangles, le grand, qui a tangente alpha ici comme côté opposé, et j'ai le sinus alpha ici comme côté opposé pour le deuxième plus petit triangle. Et donc, j'ai forcément les mêmes rapports, c'est-à-dire que sinus sur cosinus, ce sera tangente divisé par 1. C'est-à-dire tangente. Sinus sur cosinus, c'est la tangente, ça se voit, c'est clair. On a bien ici la représentation visuelle de la fonction tangente alpha. OK. Voilà, on va continuer. Je vais bien sûr dire que la tangente ici est mesurée avec l'unité qui est donnée par le rayon du cercle trigonométrique, que je reporte ici, qui me donne bien l'échelle sur laquelle je mesure ici la tangente. C'est important de le dire. J'ai le 0 de la tangente qui est ici, j'ai le 1, l'unité de la tangente qui est là. Et on voit qu'on a affaire ici à une tangente plus petite que 1. Oui, sinus sur cosinus, dans ce cas-là, est bien plus petit que 1. On voit que l'angle, qui est plus petit que 45 degrés ici, présente bien un sinus plus petit que le cosinus. J'ai bien un nombre plus petit que 1. Tout ça rentre bien dans l'ordre, tout ça est bien cohérent, comme tu peux l'imaginer. Et voilà, donc ce que je vais faire maintenant, c'est faire varier l'angle pour construire la fonction tangente, et je commence par une petite valeur de l'angle. Petite valeur de l'angle, on voit que la tangente ici, c'est un petit segment qui ressemble très très fort au sinus, qui est là. Voilà, tu vois que la tangente est quasiment égale au sinus. Et est aussi quasiment égal à alpha lui-même. Rappelle-toi que alpha est donné en radians, c'est-à-dire que c'est la longueur d'arc. On voit que le sinus, qui est la ligne pointillée ici, la longueur d'arc et la tangente, ne font quasiment qu'un. C'est quasiment la même grandeur. Et ça, on peut le voir de nouveau au travers des fonctions sinus et cosinus. On voit que le cosinus vaut effectivement à peu près 1 pour un angle qui est très petit. La longueur du segment rouge ici, c'est quasiment le rayon du cercle trigonométrique, c'est-à-dire à peu près 1. Et le sinus de alpha, comme je le disais, c'est à peu près l'arc lui-même. Voilà, la longueur de la ligne pointillée, qui est bien le sinus. Je reprends bien ici la longueur du sinus. C'est quasiment l'arc qu'on ne voit d'ailleurs même pas tellement tout ça est serré, tellement tout ça a la même longueur. Bref, j'ai bien alpha qui vaut sinus alpha à peu près, et cosinus alpha qui vaut à peu près 1. Et donc, je vois que la tangente de alpha vaut à peu près alpha, tout simplement. Voilà, c'est une première chose à réaliser quand on a affaire à des petits angles. La tangente de ce petit angle exprimé en radians, sois très attentif là, c'est bien pour l'angle exprimé en radians ici, l'angle exprimé comme une longueur d'arc sur le cercle trigonométrique. Cet angle-là a effectivement la même longueur que sa tangente. C'est ce qui est écrit ici. À peu près, bien sûr, c'est pas rigoureux. Si je mettais une loupe ici, on verrait une légère différence due à la pente qu'on a ici, bien sûr. Voilà. Donc c'est une remarque importante. Ça peut faciliter les calculs. Quand un angle est petit, il ne faudra même pas calculer la tangente. Tu peux juste prendre l'angle pour en avoir la tangente. Voilà. Je vais faire un petit peu de place ici maintenant pour représenter la fonction tangente. J'ai alpha ici, j'ai la tangente alpha là, et je vais profiter de ce premier résultat. Quand alpha est très petit, très proche de 0, je sais que la tangente vaut alpha, c'est-à-dire que j'ai un petit segment de droite ici à 45 degrés. J'ai la même valeur de alpha que de la tangente à peu près pour des angles petits. Donc voilà l'allure de la fonction tangente pour des petits angles alpha. Et maintenant, je vais grandir alpha. Je reprends l'angle que j'avais initialement, je vois que maintenant, il y a quand même une différence. La longueur de l'arc là sera quand même plus petite que la tangente. On voit bien que la distance ici va devenir de plus en plus grande, et on sera donc chaque fois significativement plus grand maintenant que l'arc lui-même. Et donc on voit que la progression va montrer une courbure positive ici. C'est ce qu'on voit apparaître ici. OK. Alors voilà, je vais prendre un angle remarquable maintenant, un angle de pi sur 4, 45 degrés. Pi sur 4, c'est la longueur de l'arc qui est ici, qui est bien plus petit, bien sûr, que la tangente qui apparaît ici. La tangente qui apparaît, bien sûr, comme étant 1. C'est évident, 45 degrés ici, c'est la diagonale d'un carré de côté 1, de côté 1. Je suis bien ici avec une tangente unitaire. La tangente de pi sur 4 est égale à 1. C'est tout simple, quand on est à 45 degrés, le sinus et le cosinus ont la même valeur, c'est racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2. Voilà, tout ça est assez évident, donc je vais y aller à ce 1 ici, je peux y aller, voilà, je suis au point 1 qui correspond à pi sur 4. On commence à voir apparaître le graphe de la fonction
tangente. Et je vais continuer, j'augmente maintenant l'angle au-delà de 45 degrés, et qu'est-ce que je vois? Je vois que la tangente dépasse l'unité, c'est logique, le sinus sur le cosinus sera bien plus grand que 1, sinus est effectivement plus grand que cosinus, ici. Donc voilà, le rapport des deux est bien plus grand que 1, tout ça est bien sûr cohérent, toujours. Donc voilà, je suis ici un petit peu plus loin. On voit que la différence entre l'arc et la tangente ne fait que s'accentuer, bien sûr. La courbure reste positive ici. On voit que d'ailleurs ça va s'emballer. On voit que si l'angle grandit encore, on va s'éloigner très très vite ici, le long de la droite des tangentes, ici. Et on part bien sûr pour pi demi. On part à l'infini. Tu l'as compris. Et donc on a ici ce qu'on appelle un comportement asymptotique. La fonction va tendre. En arrivant à pi demi ici, elle arrive à l'infini, elle tend vers pi demi. C'est ce qu'on appelle donc un comportement asymptotique. La droite pointillée que je viens de représenter en pi demi ici s'appelle une asymptote. Ok, donc voilà, la tangente présente une asymptote en pi demi. C'est comme ça qu'on peut caractériser cette propriété. On voit donc que la tangente est une fonction un peu particulière. Elle passe à l'infini pour certaines valeurs. Voilà, voilà c'est ce que je dis ici, la tangente de pi demi vaut l'infini. On peut s'en assurer, bien sûr, ici. On a un sinus qui, pour pi demi, vaut 1, on le voit ici, c'est le rayon du cercle trigonométrique, alors que le cosinus, il vaut 0. Si je projette ce point-là, effectivement, sur l'axe horizontal, j'obtiens 0. Et donc, je dois remplacer le cosinus par 0, et un nombre divisé par 0, en l'occurrence 1 divisé par 0, ça me donne bien l'infini. Ce résultat-ci, ce résultat graphique est bien cohérent. On a bien ici cette asymptote verticale. Voilà, on peut continuer. J'augmente l'angle alpha ici. Qu'est-ce que je vois? Je vois, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe ici? Si je prolonge la droite, j'ai plus d'intersection avec la droite des tangentes. Qu'est-ce que est devenue la tangente? On pourrait se poser la question. Et puis, voilà, on prend un petit peu de recul et qu'est-ce qu'on voit? On se dit que oui, il existe une intersection entre cette droite et la droite des tangentes. Il suffit de regarder vers le bas ici. Et je la vois tout de suite. La voilà. Et c'est ça que je vais considérer pour définir la fonction tangente. Je vais tout simplement prendre l'intersection de la droite des tangentes avec le rayon ici prolongé du cercle correspondant donc à cet angle alpha. Et on va voir si c'est cohérent, bien sûr. Tu peux l'imaginer que ce le sera. La tangente apparaît donc ici, et je vais bien sûr considérer qu'il s'agit, cette fois, d'un nombre négatif. Je suis sous 0, je suis ici avec moins 1. Rappelle-toi que le sinus de l'angle de 3 pi demi ici, c'est effectivement moins 1. Je reprends ça pour la tangente. Le moins 1 que j'avais ici, je le reprends le long de la droite des tangentes. J'ai donc moins 1 comme valeur. Est-ce que... Pardon, moins 1. J'ai un nombre négatif. Je ne suis pas à moins 1 pile poil ici. Je suis avec un nombre négatif. Est-ce que c'est logique d'avoir un nombre négatif? Sinus sur cosinus. J'ai un sinus qui est encore positif ici. Je suis dans le deuxième cadran du cercle trigonométrique. Le sinus est positif alors que le cosinus est négatif. Un nombre positif divisé par un nombre négatif, ça donne bien un nombre négatif. Tout ça est bien cohérent à nouveau. Et donc voilà, je vais compléter mon graphe ici. Je me retrouve donc dans les nombres négatifs ici quelque part. J'ai dépassé légèrement pi demi. Je suis donc ici quelque part avec un nombre légèrement inférieur encore à moins 1. Je suis ici quelque part. Alors comment est-ce que ça va évoluer? Eh bien, je vais regarder ce qui se passe. Mais pour regarder ce qui se produit, je rediminue un petit peu l'angle alpha. Tu remarqueras que je n'ai pas augmenté, je l'ai diminué. Je l'ai diminué pourquoi? Pour voir que la tangente que j'aurais eue si j'étais tout près de pi demi, ici, en quittant pi demi, je vois que l'intersection, je la retrouve à moins l'infini. Je vois, donc ici pour le moment, je suis avec un nombre négatif, très négatif ici. Donc, ça veut dire qu'en diminuant par rapport à l'angle que j'avais, je descends relativement vite ici. Et je peux m'attendre, bien sûr, à avoir un comportement asymptotique tout à fait comparable à celui-ci. Ce qui est une évidence, parce que si maintenant je recule à nouveau vers pi demi, le point d'intersection qu'on ne voit déjà plus ici, il part tout simplement à moins l'infini, cette fois-ci, bien sûr. Et donc je vois que je tombe devant une situation un petit peu paradoxale parce que j'ai pi demi qui me donnait plus l'infini tout à l'heure, et je vois que j'ai pi demi maintenant qui me donne moins l'infini. Donc on voit que la fonction tangente a à la fois un comportement asymptotique, mais qu'à ce comportement asymptotique est aussi associé deux valeurs, à la fois plus l'infini et moins l'infini.
C'est une fonction relativement subtile, finalement, la tangente. C'est pourquoi ça vaut la peine de suivre cette séquence pour bien se familiariser avec cette fonction. Donc voilà, je vais le représenter graphiquement. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rediminué l'angle vers pi demi ici. Et donc voilà, je vais rediminuer l'angle vers pi demi. Je vais donc prolonger la courbe dans ce sens-là. Et on retrouve bien sûr le comportement asymptotique vers moins l'infini. L'asymptote ici, je peux la continuer, la ligne pointillée, c'est l'asymptote verticale, sur laquelle la fonction vaut plus l'infini et à la fois moins l'infini. Problème, la fonction tangente qui peut prendre deux valeurs possibles, c'est une fonction subtile, comme tu peux le voir. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, j'insiste sur le fait que j'ai moins l'infini. J'ai effectivement moins l'infini. Pourquoi? Parce que le sinus de pi demi, il vaut 1, et le cosinus vaut 0. Et 1 sur 0, si je me rapproche de 0 par valeur négative, eh bien, ça sera bien, je tendrai bien vers un grand nombre qui tend vers le plus grand nombre négatif, c'est-à-dire moins l'infini. Donc, voilà, je répète, la subtilité vient du fait qu'on divise par 0. 0, on a divisé par 0 par valeur positive tant que le cosinus était positif ici. On était en deçà de pi demi. Dès qu'on dépasse pi demi et qu'on diminue, qu'on rediminue vers pi demi, on se rapproche de 0 par valeur négative. Et donc, on provient bien de moins l'infini jusqu'à des valeurs finies ici, négatives. Voilà. On va fermer cette parenthèse sur la subtilité de la fonction tangente. Et on va continuer à faire progresser l'angle. Voilà, excuse-moi, j'oublie de dire qu'on a l'infini et moins l'infini à la fois. Mais voilà, je disais qu'on fermait la parenthèse maintenant. Et voilà l'angle que j'augmente maintenant significativement au-delà de pi demi. Je choisis 3pi sur 4, par exemple. Alors, ce n'est pas un hasard, bien sûr, si je prends 3pi sur 4, parce que si je prends 3pi sur 4, ça veut dire que j'ai pi demi plus encore un quart de pi ici, c'est-à-dire 45 degrés. Ça veut dire que je retrouve 45 degrés ici, c'est-à-dire que j'ai la diagonale du carré ici. Je tombe bien sûr sur moins 1. Sinus sur cosinus, racine de 2 sur 2, moins racine de 2 sur 2 pour le cosinus, ça me donne bien moins 1 comme résultat. C'est la tangente de 135 degrés, puisque 135 degrés, c'est bien 3pi sur 4. Voilà, j'obtiens bien moins 1 quand je suis à 3pi sur 4. Alors là, je suis à pi sur 4, pi demi, et là, donc, je suis à 3pi sur 4, et j'arrive donc en moins 1, pardon, tout simplement. Voilà, je complète le graphe de la fonction tangente. Et je vais continuer maintenant, j'arrive en pi. Pi est assez naturel, bien sûr. Alors pi, voilà, l'angle vaut pi, je prolonge à droite, j'arrive à 0, bien sûr. La tangente de pi, c'est 0. J'arrive ici. Voilà, pas grand-chose à dire là. J'augmente maintenant, j'arrive dans le troisième cadran. Et dans le troisième cadran, qu'est-ce que je fais? Je prolonge le rayon ici et j'arrive à des valeurs positives de nouveau de la tangente. J'arrive à des valeurs positives qui vont apparaître donc ici. Et pour savoir ce que je vais avoir comme évolution ici, je ne dois pas réfléchir beaucoup en fait. Je vois tout simplement que la tangente de l'angle alpha que j'ai ici, c'est la même forcément que l'angle que j'ai, la tangente de l'angle que j'ai là, c'est-à-dire alpha moins pi. Je vais profiter tout simplement de cette propriété de la tangente. Je vois bien que la tangente de l'angle qui est ici, c'est la même que la tangente de l'angle qui est là. Cet angle-ci, c'est bien alpha moins pi. Alpha moins pi, c'est bien cet angle-là. Et donc on voit tout de suite que la tangente aura une période de pi grâce à ça. Quand je retire pi à l'angle, la tangente ne change pas. C'est ça que ça veut dire. Et donc je vais tout simplement profiter de ça. Je sais que la tangente va passer ici, au-delà de pi, par la même valeur qu'elle avait pour un angle qui avait pi en moins. OK. Donc voilà, je peux tracer confortablement la courbe de la tangente en disant que la tangente d'un angle du troisième cadran est tout simplement donnée par la tangente du même angle auquel j'ai retiré pi. Et donc voilà, je me retrouve ici. OK, je profite tout simplement de ceci. La tangente d'un angle alpha, c'est la même que la tangente de l'angle alpha moins pi, c'est-à-dire l'angle qui est là. Voilà, et bien sûr, je peux continuer ça avec le comportement asymptotique. Il est clair que quand je vais arriver à 3pi demi, je retrouve ici, pour l'intersection
Si je reviens en arrière ici, je vois que l'intersection va tendre vers l'infini, tout simplement. C'est le comportement asymptotique qu'on avait ici. Et voilà. Et on peut continuer comme ça, ça va peut-être devenir ennuyeux pour toi. Voilà, je passe dans le 4e cadran, je vais bien sûr moins l'infini dès que je passe ici, je l'oublie toujours. Ce comportement asymptotique qu'on avait ici, avec l'apparition de plus l'infini et moins l'infini, eh bien je le retrouve bien sûr ici, tu as compris. Voilà, j'ai tout de suite tracé la branche qui correspond donc à cette asymptote vers moins l'infini ici. Voilà, je commence avec moins l'infini en 3π², et si j'augmente l'angle, ben, je me rapproche de 0 progressivement. Voilà, en suivant la branche ici, qui est tout à fait identique à celle-là, je profite tout simplement de la périodicité de π de la fonction tangente, que je remets ici en évidence. La tangente de l'angle ici du 2e cadran, qui vaut alpha moins π. Si ceci vaut alpha, je retire π, j'obtiens bien alpha moins π, qui est cet angle-là. La tangente de alpha moins π est bien égale à la tangente de alpha. C'est la périodicité de π de la fonction tangente. Très important de comprendre ça, bien entendu. Voilà, donc ben voilà, ce π, je le retrouve ici, comme je l'avais indiqué tout à l'heure, pour construire cette branche-là. Je l'ai ici, tout simplement. Voilà, alors on peut maintenant continuer. Je peux dépasser 2π, par exemple. J'étais ici, maintenant je dépasse ici. On sait qu'en 0, ben, j'aurai 0, ça c'est pas bien grave. En 2π, donc j'aurai bien 0. C'est ce à quoi j'arrive ici en reportant la périodicité. Grâce à la périodicité, je reporte cette branche-là. Et voilà, bien sûr, je peux continuer comme ça à profiter de la périodicité. Qu'est-ce qui se passe ici pour des angles qui dépassent 2π? Ben voilà, ici je vais profiter de la périodicité de 2π. Si la fonction est périodique avec la période π, ben elle le sera aussi avec 2π. Et la branche qui est ici en 0, ben je la retrouverai ici à partir de 2π. Là, c'est bien sûr une évidence. Il est clair que si je prends un angle plus grand que 2π, j'obtiens ceci. Et l'angle correspondant ici, alpha moins 2π, ben c'est l'angle que j'ai directement là. Il est clair que la tangente de ces deux angles est la même. Tangente alpha est égale à tangente alpha moins 2π. Il y a forcément une périodicité de 2π de la fonction tangente. Et voilà, ça c'est beaucoup de mots pour dire des choses très simples. Il est clair qu'à partir de 2π, je retrouve exactement ce que j'avais en 0. C'est l'évidence. On a fait un tour complet sur le cercle trigonométrique avant de reprendre le calcul de la tangente. C'est une évidence. Voilà. Reste encore à régler ici ce qui se passe pour un angle négatif. Pour un angle négatif ici, ben voilà, j'ai représenté ici un angle négatif. Dans le cercle trigonométrique, ne l'oublie pas, quand tu vas dans le sens des aiguilles d'une montre, tu dois considérer que les angles sont négatifs. La distance qui apparaît ici le long de l'arc du cercle trigonométrique est une distance négative, exactement comme la distance ici est une distance négative. Donc voilà, alpha est bien négatif. Comment calculer la tangente d'un angle négatif? Ben, de nouveau, c'est très simple, on va profiter de la symétrie ici de la situation. Si je prends l'angle positif correspondant, c'est-à-dire moins alpha, si c'est un angle négatif, j'ai bien moins par moins qui donne plus. J'ai bien donc la tangente de moins alpha qui apparaît là. Et ça me permet tout simplement de te dire que la tangente de moins alpha, si je lui mets un signe moins, ici, me donnera bien la tangente alpha. Autrement dit, la fonction tangente est une fonction qui est antisymétrique. La tangente de moins alpha, c'est moins la tangente de alpha. La tangente de moins alpha, c'est bien l'opposé de la tangente de alpha, qui ici est négative. Moins par moins donnera bien plus pour un angle qui est positif. N'oublie pas que alpha est négatif, donc moins alpha est un angle positif. Voilà, ça c'est un prétexte juste pour dire que la fonction tangente est une fonction qui est antisymétrique, c'est-à-dire que tangente de moins alpha est égale à moins tangente de alpha. Et à nouveau, c'est quelque chose qui est inscrit dans la définition de la fonction tangente, puisqu'on sait que la fonction sinus que je représente ici est une fonction antisymétrique, c'est-à-dire que le sinus de moins alpha est égal à moins le sinus de alpha. Je prends un petit angle alpha ici, j'obtiens un sinus, je prends moins alpha, j'obtiens l'opposé, tout simplement. Alors que la fonction cosinus, elle est paire, elle n'est pas antisymétrique. Je vois bien que j'ai le même cosinus. Pour un alpha donné ici, je trouverai un cosinus qui sera le même que pour moins alpha. Voilà. Et donc le rapport des deux va forcément donner une fonction antisymétrique. Ou une fonction impaire, pardon. J'utilise le mot paire pour les fonctions symétriques et antisymétriques. On parle aussi de fonction impaire, si c'est le terme que tu connais. Il vaut peut-être mieux utiliser celui-là. La fonction tangente
est une fonction impaire. Voilà. Comme tu as vu ici, j'ai regroupé donc la définition de la fonction tangente, tout simplement pour récapituler un petit peu ce qu'on a vu, pour te parler des tangentes, des angles remarquables. Alors 0 degré, on l'a vu, pour 0, la tangente vaut 0. Il n'y a pas de souci, c'est tout simple, on l'écrit. Pour un angle tout petit, on a vu que la tangente pouvait être assimilée à ce qu'on appelle son argument, c'est-à-dire à l'angle lui-même exprimé en radians, bien sûr. C'est pourquoi on a une pente ici qui est unitaire. La tangente peut être assimilée ici à une petite droite de pente 45 degrés. Pour π sur 6, 30 degrés, j'ai une valeur particulière pour 30 degrés. C'est la situation qu'on a là à peu près. On sait que le cosinus de 30 degrés, c'est racine de 3 sur 2, que le sinus, c'est 1,5. Voilà, je l'écris, sinus 1,5. Cosinus racine de 3 sur 2, je simplifie les demi ici, je vois que j'ai 1 sur racine de 3 comme résultat pour la tangente. La tangente de π sur 6, la tangente de 30 degrés, c'est 1 sur racine de 3. Et pourquoi c'est le cas? Parce que le sinus vaut 1,5 et que le cosinus vaut racine de 3 sur 2 pour 30 degrés. Retiens bien ça, c'est important. Plutôt que de retenir ça simplement par cœur, rappelle-toi que la fonction tangente, c'est sinus sur cosinus. Et le sinus de 30 degrés, tu sais que c'est 1,5. Et le cosinus de 30 degrés, tu sais que c'est racine de 3 sur 2. Tu n'auras donc aucune difficulté à te rappeler que la tangente de 30 degrés, c'est 1 sur racine de 3. Et on peut continuer comme ça. 1 sur racine de 3, c'est à peu près 0,58. Voilà, juste pour ton information. Alors que le sinus ici, c'est 0,5. C'est 0,58 pour la tangente. C'est juste un petit peu plus élevé. Tangente de π sur 4, tangente de 45 degrés, on l'a vu tout à l'heure, c'est 1 bien sûr. J'ai le sinus qui vaut la même chose que le cosinus. Inutile de revenir là-dessus. C'est bien 1, tout simplement. Π sur 3, 60 degrés, on se retrouve avec un sinus qui vaut cette fois-ci racine de 3 sur 2 et un cosinus qui vaut 1,5, comme l'indique le graphe ici. Racine de 3 sur 2 sur 1,5, je peux simplifier les 1,5 et il me reste juste racine de 3. La tangente de 60 degrés, c'est racine de 3. Quelque chose qui est bien pratique. Racine de 3, c'est 1,73. Voilà. Je mets ce résultat, bien sûr, ici. Donc tu vois apparaître ces valeurs remarquables. Je le répète, inutile de les retenir par cœur. Tu peux réfléchir si c'est tangente de 30 qui vaut racine de 3 ou 1, c'est racine de 3 et vice-versa. Tu sauras tout de suite, tu connaîtras tout de suite la réponse si tu te rappelles que la tangente, c'est sinus sur cosinus. Et savoir que le sinus de 30 degrés, c'est 1,5, c'est pas très difficile, avec le cercle trigonométrique, et 30 degrés, qui n'est pas un angle très élevé, tu vois tout de suite que c'est le sinus qui vaut 1,5 et que c'est le cosinus qui vaut racine de 3 sur 2. Et ce résultat-ci apparaîtra donc comme évident. Rappelle-toi bien de ces petits trucs-là, comme ça tu n'auras pas de surprise quand tu devras traiter des problèmes de tangente avec ces angles particuliers. Un dernier angle, on l'a vu, quand on a 90 degrés, quand on a π², on obtient l'infini tout simplement. C'est la valeur asymptotique qu'on a ici. J'aurais pu dire aussi moins l'infini, bien sûr, c'est plus ou moins l'infini qu'on a pour 90 degrés. Et voilà, je vais m'arrêter là pour les angles remarquables. Voilà, je te rappellerai ici que ceci ne vaut bien sûr que si alpha est beaucoup plus petit que 1, c'est important. Tous les autres ne demandent pas de commentaires, si ce n'est que j'aurais pu mettre ici plus ou moins l'infini. Ceci est important. Voilà. Alors, je me suis contenté ici des angles du premier cadran. Tu vois que je n'ai considéré des angles que de 0 à π². C'est évident, c'est parce que tous les autres, tu peux les obtenir très facilement. Par exemple, si tu es confronté à un angle du troisième cadran, ici, un angle supérieur à 180 degrés, un angle supérieur à π, eh bien, tu sais que tu peux profiter de la périodicité de π de la fonction tangente, le fait que tangente alpha est égal à tangente alpha moins π. La tangente de cet angle-là, c'est la tangente de cet angle-là, c'est évident. La droite qui coupe la droite des tangentes est bien la même pour les deux angles. Et donc, c'est très simple. Je sais, voilà cette périodicité de π que je mets ici pour calculer un angle du troisième cadran. Premier cadran 0 à π², deuxième cadran π² à π. Troisième cadran, je suis bien ici. L'angle du troisième cadran, je l'aurai en calculant la tangente de cet angle moins π, tout simplement, comme indiqué là. Un exemple, tangente de 225 degrés. 225 degrés, c'est effectivement supérieur à 180 degrés. Je retire 180 degrés, je sais que la tangente ne changera pas. 225 moins 180, ça me donne justement 45. Ça veut dire que la tangente de 225 degrés, c'est 1. Tu vois que c'est simple, c'est efficace, ça marche.
Je suis à 225 degrés ici. Voilà, je suis ici quelque part. Ben non, et puis le poil ici, justement, la graduation qui est là. Je suis bien à l'unité comme résultat. Voilà, je prends maintenant un angle du deuxième cadran. Un angle du deuxième cadran, comment est-ce que je vais l'avoir? Ben voilà, je vais tout simplement prendre cet angle et lui retirer pi de nouveau. Je profite de la périodicité de pi. Et quand je retire pi, ben je tombe sur l'angle ici. L'angle là, qui est un angle négatif. J'ai bien retiré pi, je tombe bien sur cet angle-là, négatif. Bon, voilà, je suis dans les angles négatifs, on le voit bien. Quand je suis dans le deuxième cadran et que je cherche la tangente d'un angle, je lui retire pi à cet angle, je tombe sur une valeur qui sera bien la valeur que je recherche. Voilà. Alors, puisque c'est un angle négatif, je peux le réécrire comme un angle positif en profitant de l'antisymétrie de la fonction tangente, tangente de alpha moins pi. C'est moins la tangente de pi moins alpha, tout simplement. Alors, je peux maintenant faire un exemple. 120 degrés, je suis effectivement dans le deuxième cadran. Je suis supérieur à 90 degrés et inférieur à 180. Je fais l'angle moins pi, c'est-à-dire 120 moins 180, ça me donne moins 60. Et la tangente de moins 60, c'est moins la tangente de 60 degrés. Et on a vu tout à l'heure que la tangente de 60 degrés, c'est racine de 3. Et j'ai donc bien moins racine de 3 comme résultat. Voilà. Je suis ici donc avec une valeur négative dans le deuxième cadran. Voilà. Il me reste le quatrième cadran. Désolé, c'est un petit peu répétitif. Mais voilà, le quatrième cadran, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, ici, je te propose d'analyser le quatrième cadran tout simplement en retirant 2π, en profitant de la périodicité de 2π de la fonction. Et si je retire 2π à l'angle alpha, hop, je reviens en arrière et je tombe de nouveau sur l'angle négatif alpha moins 2π. Et je sais que tangente de alpha, c'est égal à tangente de alpha moins 2π, c'est évident. Cet angle-là a la même tangente que cet angle-ci, alpha moins 2π. Voilà, c'est tout simple, je profite de la périodicité de 2π quand je suis dans le quatrième cadran, ici entre 3π² et 2π. La tangente de l'angle qui est ici, je vais la retrouver là, tout simplement, comme la tangente d'un nombre négatif. Et la tangente d'un nombre négatif, c'est moins la tangente. Et donc je récupère bien ici tangente de 2π moins alpha. Voilà, un exemple, 330 degrés, je suis bien dans le quatrième cadran, 330 moins 360, c'est ce que je te propose ici. Il y a plusieurs manières de faire, bien sûr, tu n'es pas du tout obligé de faire comme ça. Mais voilà, on a ici la différence qui fait moins 30, la tangente de moins 30, c'est moins la tangente de 30, c'est ce qui est donné ici. Et la tangente de 30, on voit que c'est 1 sur racine de 3, et j'ai donc bien moins 1 sur racine de 3. Voilà, tu as compris, on maîtrise bien la situation, la fonction tangente, elle a beau être un petit peu exotique, elle est d'une période pi, et donc il suffit de connaître en gros les valeurs remarquables qui sont ici. Si tu as un angle différent, bien sûr, tu prends ta calculette et tu fais la même gymnastique ici avec les périodicités de pi et de 2π pour calculer l'angle de la tangente de l'angle, pardon, de tout angle, de tous les cadrans du cercle trigonométrique. Voilà, alors pour terminer, je voudrais ici traiter l'exemple des angles qui sont très petits. Je vais juste faire une illustration là-dessus. Voilà la situation. Quand les angles sont très petits, la tangente elle est à peu près égale au sinus, elle est à peu près égale à alpha. Alors, voilà, pour ça, je vais faire un commentaire sur la notion de déclivité ou la notion de pente, avec la petite problématique que j'ai présentée quand je t'ai présenté une illustration de la fonction sinus. Si tu ne l'as pas vue, va voir cette séquence où je discute donc de la signification des 10% ici qu'on trouve sur les panneaux routiers. Alors, quand on lit le code de la route, les extraits du code de la route, on trouve autant le terme déclivité que le terme pente pour expliquer ces 10%. Alors si c'est la déclivité, il s'agit effectivement du sinus. La déclivité a pour définition le rapport entre la hauteur atteinte sur la pente de la route ici divisée par la distance parcourue sur la route, c'est-à-dire l'hypoténuse, h sur d, côté opposé hypoténuse, ça donne bien le sinus. Alors ces 10%, c'est la valeur du sinus, c'est-à-dire 0,1. Ou bien on trouve également que ce chiffre-là signifie la pente. Et la pente, rappelle-toi, elle a pour définition la tangente. Et la tangente, c'est le rapport entre la hauteur atteinte sur la distance en projection horizontale, à la distance effectuée dans un plan horizontal, qui n'est pas la distance parcourue par la voiture, bien sûr. Donc voilà, il y a un doute par rapport à ça.
Est-ce que ces 10% veulent dire pente ou déclivité? En fait, ça n'a que très très peu d'importance, dans la mesure où les angles sont relativement limités pour une route. 10%, c'est déjà considéré comme élevé. Si je calcule la tangente de 5,71 degrés, j'arrive à 0,1. Ça te montre que les angles qui correspondent à une pente de 0,1, de 10%, ben, c'est finalement un angle qui n'est pas très grand. Si je fais la même chose avec le sinus, je réalise que je dois calculer le sinus de 5,74 degrés pour obtenir 0,1. Et on voit donc que ce sont des angles extrêmement proches. C'est pourquoi la discussion sur la signification de ce chiffre ici, de 10%, de ce nombre 10% ici, est-ce que ça représente une pente ou la déclivité? Est-ce que ça représente la tangente de l'angle? Est-ce que ça représente le sinus de l'angle? Ben, finalement, ça n'a que très peu d'importance. Mais voilà. Ben voilà, c'est ici que se termine cette séquence. J'espère que tu as bien pris maintenant connaissance de la fonction tangente. Tu vois qu'elle est subtile, mais qu'il y a moyen de s'en sortir. Il y a surtout moyen de s'en sortir en se basant sur sa définition. Si tu connais bien le sinus et le cosinus, tu t'en sortiras très bien avec la tangente. Voilà, merci pour ton attention et rendez-vous pour une prochaine séquence.